accueillants, mesdames et messieurs. C'est avec regret que je ne peux être parmi vous aujourd'hui étant aux Nations Unies pour représenter notre pays à la Commission de la condition de la femme, défendre notre vision universaliste et évidemment la diplomatie féministe. Et je tenais à m'adresser directement à vous et à remercier le CRIF Marseille-Provence pour l'organisation de cette convention régionale et pour votre invitation. Cet événement, il trouve malheureusement un écho dramatique dans le combat que nous menons contre l'antisémitisme. C'est le corps serré que nous pensons à Kfir, Ariel et Chéri Libas. Kfir, 9 mois, était le plus jeune otage au monde si nous avions besoin d'une preuve supplémentaire de la barbarie du Hamas. Nos pensées vont également vers Ohad, Yahaloni, aux familles des victimes et à tous les autres qui ont subi l'horreur. Ce sont 50 Français, 50, qui ont été assassinés parce que juifs par le terrorisme islamiste le 7 octobre 2023. Et au lendemain du 7 octobre, il y eut le 8 octobre et tous les jours qui ont suivi. Nous avons vu l'antisémitisme ressurgir avec une brutalité effroyable sous un nouveau masque, celui de l'antisionisme et de la haine décomplexée de l'État d'Israël. Y a-t-il un seul autre pays au monde, un seul, qui fasse l'objet d'une pareille obsession? Non. Seulement et toujours Israël. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1570 actes recensés en 2024, après une année 2023 déjà marquée par des records tragiques. Tous les 3 jours, dans notre pays, un Français juif est victime d'une agression physique. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies bouleversées et un profond sentiment de solitude qui vous étreint et parfois d'impuissance, qui sont intolérables dans notre République. Nos compatriotes juifs ne devraient jamais avoir à se cacher, à dissimuler leur identité, leur culture, à retirer ici une mezouza sur la porte d'entrée et surtout à retirer leurs enfants de l'école de la République. Parce que face à l'antisémitisme, il n'y a pas de oui-mais et il n'est pas question d'être spectateur. Anti-judaïsme, antisémitisme, antisionisme, face à toutes les formes de haine anti-juive, il n'y a aucune indifférence possible. La réponse de la République est un refus en bloc, total et absolu. Car l'antisémitisme ne se combat pas à la carte. L'État a agi. Et l'État agira encore pour mieux protéger et pour mieux sanctionner. Parce qu'à chaque acte, l'État doit répondre. Parce qu'à chaque insulte, à chaque attaque, l'État doit sanctionner. C'est pourquoi, le 13 février dernier, date du 19e anniversaire du martyr d'Ilan Halimi, j'ai relancé les assises de lutte contre l'antisémitisme. J'ai lancé 2 groupes de travail composés de magistrats, avocats, enseignants, chercheurs, présidents d'universités, recteurs. Et ils auront 2 mois. 2 mois pour me formuler des propositions concrètes, opérationnelles, en matière d'éducation, de prévention, de justice et de sanction. Et si nous devons changer la loi, pour changer la définition de l'antisémitisme et y inclure l'antisionisme, nous y serons prêts. Le combat continue et il reste plus que jamais nécessaire. Mesdames et messieurs, nous sommes, je crois, à un moment de vérité pour notre démocratie et pour nos valeurs républicaines. Nous ne pouvons pas fermer les yeux ou laisser prospérer la haine et ainsi trahir nos principes les plus fondamentaux. J'appartiens à une génération politique pour laquelle la laïcité et la République ne sont malheureusement plus des évidences, mais elles doivent le redevenir. Nous devons rassembler et dire avec force et sans peur que la République ne cédera pas. Le gouvernement y veille et j'en suis la vigie. Vive la République et vive la France. Merci à Aurore Berger pour ces mots et on va entrer dans la dernière table ronde de cette journée très intense, très riche à tout point de vue et je vais vous présenter les intervenants même si on en reconnaît quelques-uns. Dominique Simonet, écrivain, éditeur, ancien rédacteur en chef de l'Express. Philippe Carsanti, porte-parole du comité Donald Trump en France et homme d'affaires, et puis Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien, mais également un très bon écrivain. Dominique Simonet, on va commencer par la première question et on va parler aussi des États-Unis puisque ça fait vraiment la une de l'actualité. Les États-Unis d'aujourd'hui, ça représente quoi pour vous au niveau de ce monde en tension? Est-ce que les États-Unis d'aujourd'hui mettent encore plus de tension dans notre monde? C'est une question très difficile qui est effectivement au cœur de l'actualité. Je m'excuse si la photo n'est pas très fidèle, mais je pense que vous n'avez pas pu changer l'affiche à la dernière minute. Je vais
de dire, ce qui a été dit aussi par Fabienne Benayan tout à l'heure, que on parle de l'après-7 octobre, et je crois qu'il faut toujours avoir en tête cette date qui est pour moi un point de rupture absolument essentiel. Quelques temps après, j'ai pu aller avec Tzahal sur les sites des kibbutz à Sarakza, sur le site de Nova, j'ai rencontré des otages et j'ai vu les images de Tzahal. Il n'y a pas de mots pour dire ce qui s'est passé. Comme il n'y a pas de mots, je ne vais pas les employer, mais c'est une manifestation de la haine la plus pure, de la volonté de faire souffrir, et notamment de faire souffrir les femmes. Et c'est une haine qui vient en fait, du fond des âges, qui est quasiment millénaire et qu'on croyait, on savait qu'elle était encore là, mais on ne savait pas à quel point elle était virulente. Et pour moi, l'autre rupture, c'est dans la foulée, c'est le 8 octobre, ou même d'ailleurs dans la journée du 7 octobre. C'est de voir qu'au lieu que le monde entier compatit et se solidarise avec cette abomination, c'est de voir que ça a été tout le contraire. Et de voir cette inversion du réel qui s'est créée et qui, moi, pas le seul évidemment, qui pose question parce que en fait notre monde, on a l'impression d'être dans un monde qui vacille, un monde de sable mouvant, on ne sait plus bien ce qui va se passer, les gens sont inquiets et ce climat d'inversion de la réalité est extrêmement délétère. Quand on appelle les agresseurs des agressés, quand les terroristes sont appelés résistants, quand on parle de génocide pour qualifier la riposte de Tzahal à Gaza, quelque chose ne va plus. Et quand on affine, quand le jour même de l'enterrement des obsèques des enfants et de la famille Bibas à Paris, il y a des militants qui se disent de gauche, qui arrachent des affiches et qui au nom de je ne sais quelle idée qu'ils ont de la gauche et de leurs valeurs, là vraiment il y a quelque chose qui va plus du tout. Donc je pense qu'il faut le dire très fort et rétablir toujours les faits, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs avec Nicole Bacharan sur les plateaux de télévision. On est toujours obligé de rappeler sans arrêt le 7 octobre. Ça a commencé le 7 octobre. Et le Hamas, oui, c'est une organisation terroriste, djihadiste, on l'a vu tout à l'heure avec l'explication sur les frères musulmans. Le Hamas ne veut pas deux États. Ils veulent un seul État, qui est un État palestinien. Ils veulent l'anéantissement d'Israël. Il faut le dire et le redire sans cesse. C'est un mouvement qui persécute les Palestiniens à Gaza. Donc en fait, ce point-là, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on est sans cesse obligé maintenant de rappeler cette évidence. Que l'existence et la sécurité d'Israël sont, comme le disait Nicole ce matin, une chose absolument non négociable. Je veux dire aussi que Israël est quand même la seule démocratie dans la région, que l'entendre crier le nom d'Israël ou de voir des tags sur l'hôtel du département comme cette nuit avec des manifestations de jeunes esservelés qui considèrent qu'Israël est le nom du mal, on est obligé de retourner encore ce réel et de dire qu'au contraire Israël, c'est là où se joue l'humanisme, c'est là où se joue quelque chose qui relève de notre plus essentiel de l'homme, et je pense que face à l'antisémitisme, on est tous juifs. Alors, les Américains... Pourquoi les Américains, je trouve qu'on est aussi solidaires de la défense d'Israël, et les Américains le sont, au-delà de Donald Trump. Je pense que la personnalité de Donald Trump, je ne vais pas y revenir parce qu'il y a eu ce débat un peu enflammé tout à l'heure. Donald Trump, il a fait des choses très très bien pour Israël, évidemment, Abraham, les accords d'Abraham, l'ambassade à Jérusalem, enfin bon, il y a plein de choses. Mais je suis d'accord avec Nicole Bacharan, c'est pas d'ailleurs un hasard, mais c'est aussi l'homme qui a dit juste avant les élections aux Juifs américains, si je ne suis pas élu, c'est de votre faute. C'est celui qui est allé dans le Michigan aussi, aller caresser dans le sens du poil les organisations musulmanes qui
reproché à Joe Biden d'aider Israël. C'est celui qui reçoit Kanye West et Nick Fuentes, un négationniste, à Mar-a-Lago. Donc, à mes amis juifs israéliens qui sont tous pour Donald Trump ou presque, contrairement à mes amis juifs américains qui sont tous pour les démocrates ou presque, je leur dis faites attention, parce qu'un homme comme ça, qui n'a pas de compassion, qui ne raisonne que par ses intérêts et par cynisme, il peut très bien trahir Israël. Donc, j'en reviens à votre question. Évidemment, aujourd'hui, on est face à deux menaces. Je pense que la difficulté qu'on a en France, c'est de nommer ces menaces. D'abord, cet islamisme conquérant, et c'est très très bien que Florence Baker tout à l'heure l'ait montré, c'est une idéologie conquérante, c'est une guerre qu'elle mène, cette idéologie, et qui ne s'arrêtera pas. Ça fait un bout de temps que ça dure, on l'avait déjà vu, le choc immense du 11 septembre. Elle est hégémonique, elle est conquérante, et je pense que les Français n'ont pas encore pris la mesure de ça. On a eu tellement de mal, tout le monde a tellement de mal à dire islamiste quand il y a un attentat, on a tellement de mal à nommer les choses, et on voit surtout ce que moi j'appelle les vallées de l'islamisme, cette France insoumise absolument dans ses propos abjects. Je pense notamment à Rima Hassan qui, il y a encore quelques jours, disait que la lutte du Hamas était une lutte légitime, au micro de Sud Radio, je crois. Donc, prendre la mesure de cette menace, c'est absolument essentiel. La deuxième menace, c'est quand même, il faut aussi l'avoir en tête, c'est le retour des empires avec la volonté conquérante, qui ne s'arrêtera pas non plus de Vladimir Poutine. Il a toujours dit ce qu'il fait, ce qu'il allait faire, et il fait ce qu'il dit. Et c'est vrai que de voir il y a quelques jours cette alliance, ce pacte américano-russe qui détricote les alliances, qui en fait rompt une alliance depuis 1945 qui était celle des démocraties, c'est une autre source d'inquiétude. Et je ne sais plus quelle était votre question en fait, mais les États-Unis, je crois, les Américains portent Israël en leur cœur, sans doute aussi parce qu'il y a cette idée de la liberté. Vous savez, Camus disait à la fin en sortant de la guerre mondiale, même pas en sortant, d'ailleurs c'était en 1945, en 1944 je crois, en 1945, enfin peu importe, il disait qu'il va falloir maintenant reconstruire les deux pôles, c'est-à-dire d'un côté le pôle de la justice et celui de la liberté, ce qui revient d'une certaine manière à concilier les volontés individuelles et les volontés collectives. Je crois que les Américains sont très sensibles à ça. C'est tout le débat justement avec Donald Trump, parce que Donald Trump, tout en parlant de liberté, il est malmène d'une manière assez surprenante d'ailleurs et d'une manière contradictoire. Donc la notion de liberté, je pense qu'elle est vue par beaucoup d'Américains comme étant aussi cristallisée dans l'État d'Israël, parce que de par l'histoire, de par la création de l'État d'Israël, qui a été quand même, dès les premières heures, dès même la première heure, approuvée par Henry Truman, donc par l'Amérique, c'est quelque chose qui dépasse, excusez-moi si je dis ça comme ça, mais qui dépasse un peu les Juifs, qui est aussi quelque chose qui relève de l'humanité. Donc Israël porte cette charge de l'humanisme et de l'universalisme. Et je pense que c'est extrêmement important de l'avoir en tête et que les États-Unis portent cette conviction, en tout cas pas tous évidemment les Américains qui s'en fichent d'Israël, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est très profond et qui résonne aussi au cœur des Américains, qui s'appelle, oui, la liberté en fait. Dominique Simonet, vous venez de parler de justice et on va aborder ce thème avec vous, Raphaël Jérusalemi, puisque Donald Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a fait vaciller un peu les institutions internationales de droit, de justice, notamment la CPI, ou encore l'UNRWA, aussi on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est pour
pour Israël, tout ça, ou est-ce que vous pensez que c'est du grain à moudre pour son propre moulin? Je suis sûr qu'en tant que politicien un peu mégalo, c'est d'abord pour lui, un peu pour nous. Hein. Mais c'est pas grave, si ça arrange les affaires, mais en même temps ça arrange les nôtres, tant mieux. Nous on est là pour profiter de qui veut bien nous aider. Alors, maintenant, il fait un peu le ménage. Moi je dis, il secoue le cocotier. Ce qui est amusant, je voudrais dire, avec Donald Trump, c'est quand même un personnage un peu surréaliste, un peu spécial, et qui, en fin de compte, nous fait voir le ridicule de ceux qui jouent le jeu. Car ce jeu est pourri de toute façon, et lui il le montre, et lui il montre qu'on peut briser les règles du jeu et continuer à jouer. Ça montre à quel point, effectivement, peut-être justement, comme vous dites, les barrières qui sont destinées à protéger la démocratie ne sont pas érigées de façon suffisamment costaud pour protéger la démocratie et qu'on peut les briser très facilement. Alors on peut les briser en bien aussi, hein, et on peut les briser en mal. Je l'ai dit tout à l'heure, Donald Trump peut choquer par son attitude, mais moi je suis très choqué par l'attitude de certains démocrates libéraux européens qui sont des antisémites finis, des anti-israéliens finis. Donc la démocratie n'est pas une garantie d'honnêteté intellectuelle ou de justice. Il faut encore qu'elle soit respectée dans son intégrité. Le fait qu'il donc nettoie, alors c'est amusant parce qu'il secoue le cocotier, il provoque tout le monde. Je pense que les Arabes n'auraient jamais réfléchi à quoi faire avec Gaza si Donald Trump avait donné un petit coup de pied au derrière quand même. Et dans la foulée, donc, il fait des bonnes choses. L'UNRWA, bien sûr, la Cour internationale, des bonnes choses que, effectivement, ni Biden, ni Macron, ni personne n'ont fait. Ils ont critiqué, mais ils ont laissé faire. C'est le premier qui prend des mesures. Malheureusement, là je mets de l'eau dans mon vin, malheureusement, dans la foulée, c'est Donald Trump, le symbole du parti républicain américain, c'est un éléphant, et donc, paf, dans la foulée, je pense qu'il est en train de nettoyer un petit peu au Karcher des trucs, mais c'est plus, je pense, dans la vie interne américaine par rapport aux homosexuels, à l'avortement, aux femmes, à l'enseignement à l'école de Darwin ou pas Darwin, l'environnement. Donc il y a des choses qui sont quand même piétinées, mais comme on l'a dit, nous on s'en fiche, hein, donc, pour Israël c'est bon, on laisse l'Amérique à elle-même. Je terminerai en disant que il y a une chose qui ne va pas peut-être pouvoir changer, c'est l'histoire. Car avant le 7 octobre, il y avait des mécanismes déjà en marche qui pouvaient mener à une troisième guerre mondiale. Je pense effectivement le problème de la guerre russo-ukrainienne, mais surtout le problème de Taïwan. Donc il y a certains mécanismes qui étaient déjà existants. Mais le 7 octobre, l'air de rien, c'est un tournant historique énorme. Depuis le 7 octobre, se sont mis en place d'autres mécanismes qui peuvent déstabiliser toute la planète. Ça commence de toute façon par le fait que, au départ, on a cru que ça serait un problème entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est devenu un problème régional et puis un problème mondial très très rapidement. Ne serait-ce qu'avec l'entrée des outils du Yémen dans la danse qui ont menacé tout le commerce maritime mondial, qui ont fait monter le prix de beaucoup de denrées et des transports maritimes, ne serait-ce que par l'implication de l'Iran, appuyé par la Russie, donc le renforcement de l'axe sino-russe-iranien, le fameux axe du mal, mais ne serait-ce aussi et surtout par la grande surprise que ce soi-disant conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, les Israéliens l'ont mené sur tout le Proche-Orient. On a changé la carte du Proche-Orient, l'adéquation stratégique, au Liban, en Syrie, avant même que ça tombe, face à l'Iran, etc. Donc, on a tout d'un coup un Proche-Orient complètement différent, avec la possibilité, cette fois-ci, véritablement de normalisation, d'apaisement, etc., mais aussi la possibilité à l'envers. Parce que ce qui attend Trump, en fin de compte, c'est une mission de bloquer tous ces mécanismes inquiétants. Il y en a d'autres, il y a un surarmement, par exemple. Le fait qu'il soit d'accord pour obtenir une normalisation avec Israël, MBS, qui veut, lui, c'est des F-35 et du nucléaire, donc il prétend qu'il ne sera que civil.
C'est ça qui aime Zelensky. Il est prêt pour ça à embrasser les pieds des Israéliens. Mais c'est pas pour les Israéliens qu'il le fait, il le fait pour lui, et parce que les Américains lui promettent des joujoux, de l'armement, etc. La même chose avec le Qatar. Le Qatar se fait négociateur de la libération des otages, parce qu'en échange, il va obtenir des Américains ce qu'ils préfèrent obtenir des Américains que des Chinois. Parce qu'en fait, ce qui inquiète les Arabes, c'est que s'ils ne tombent pas dans le camp américain, il faut qu'ils tombent dans l'autre camp chinois. Ils savent très bien que c'est beaucoup moins marrant d'être avec les Chinois quand même. Et donc tous ces mécanismes-là, Trump pense qu'il va pouvoir les contourner. J'ai écrit ce matin un article là-dessus sur Apocalypse Now, pour une interrogation. Peut-il vraiment changer l'histoire? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des dangers dans ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que s'il réussit, génial. Et il méritera le prix Nobel de la paix que n'a pas mérité Obama et que n'a pas mérité Arafat. Mais lui, oui, s'il y arrive. Par contre, s'il échoue, ça peut être contre-productif et ça peut mener à un chaos qui est, à mon avis, assez dangereux. Là, on voit qu'il baisse un peu la garde. C'est quand même, moi, ça m'inquiète. Les Américains négocient en douce avec le Hamas direct. Donc, ils baissent ici quand même la garde. Il a proposé aux Iraniens un accord sur le nucléaire, il a écrit une lettre en tous les cas. Donc tout d'un coup, Trump qui avait peur de rien, et que tout le monde va trembler devant lui, c'est lui qui est en train de mettre de l'eau dans son vin et d'adoucir ses positions. Donc ça me laisse un petit peu perplexe. On lui souhaite le succès parce que pour l'instant, les intentions sont bonnes sur le plan international. Est-ce qu'il va y arriver ou pas, je ne sais pas, mais on est en une tension croissante. En tous les cas, le 7 octobre n'est pas plus seulement le problème des Juifs, c'est le problème du monde entier, c'est le problème de la guerre de l'Orient contre l'Occident, le problème de la barbarie contre la civilisation. C'est devenu quelque chose d'absolument énorme et ça va chauffer. Ça va chauffer. Trump n'y arrivera pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une heure ou deux, Israël a déclaré qu'on coupait l'électricité à Gaza et on va peut-être couper l'eau. Je ne pense pas que ça va calmer beaucoup la situation. On est peut-être, je dis bien peut-être, au Proche-Orient, dans mon métier, dans l'intelligence militaire, un pronostic à long terme, c'était le lendemain matin. Si on était capable de savoir ce qui allait passer le lendemain matin au Proche-Orient, on avait fait un pronostic à long terme. Mais donc, on est quand même peut-être à la possible reprise des combats avec un nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, qui aura une stratégie complètement différente, beaucoup plus dramatique et spectaculaire encore. Je salue le précédent, Alevi, qui a fait un travail extraordinaire. Il a fait une grosse course de 7 octobre, c'est sûr. Depuis, Jean-Claude Tzal a fait un travail extraordinaire, comme je l'ai dit. En quelques mois, nous avons changé complètement l'équation stratégique au Proche-Orient. Nul aujourd'hui au Proche-Orient ne veut se frotter à Israël. C'est Israël qui décide, et je le dis clairement, Israël décide aujourd'hui qui frapper ou ne pas frapper. C'est nous qui décidons. Avant, nous étions réactifs. Maintenant, nous sommes proactifs. On décide, va-t-on frapper l'Iran, on va frapper l'Iran. On arrête avec le Hezbollah ou on continue avec le Hezbollah. En Syrie aussi, on attend de voir ce qui va se passer. Si ça ne se passe pas comme on veut, on interviendra. Si les choses prennent une bonne tournure, on donnera même un coup de main s'il le faut. Donc voilà qu'Israël est devenu véritablement dominant dans l'équation stratégique au Proche-Orient. Malheureusement, c'est sur le dos de nos garçons, de nos filles, de nos soldats, qui malheureusement peut-être demain matin devront retourner au combat. Encore quelques jours après Jérusalem, notamment sur Israël qui donne un coup de main. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la Syrie? Parce qu'on a vu, d'ailleurs aujourd'hui, un responsable israélien qui est allé jusque là-bas, et on a vu aussi que là-bas, des Druzes syriens notamment avaient demandé l'aide d'Israël. Ça aussi, c'est quelque chose, on ne s'attendait pas du tout il y a quelques mois. Oui, je dis quand même parce que les Druzes syriens, on les a courtisés par le passé. Certains ont d'ailleurs coopéré avec Israël. C'est une opposition qui était déjà au régime d'Assad. Il ne faut pas oublier que ce qui est assez surprenant et agréable à entendre, c'est que les Druzes du Golan, de Majd el-Shams et de la région, les Druzes du Golan ont conseillé à leurs frères Druzes de Syrie, effectivement, d'être avec les Israéliens. Et lorsque le régime d'Assad est tombé, la dernière chose que voulaient les Druzes du Golan, c'est d'être rendus à Israël. Donc ils voulaient rester israéliens. Bon, c'est à cause du
bitoire Léomi et des avantages sociaux. Mais voilà, et donc, une chose est certaine, nous avons aussi les Kurdes. Nous sommes leurs alliés, surtout si Erdogan commence à inquiéter en Syrie, les Kurdes. Mais une chose très simple, je vais la dire pour terminer, très simple, il y a deux pays qui sont actuellement en pleine crise, des crises extrêmement graves. La communauté internationale, comme d'habitude, va faire un balai diplomatique et autres. Monsieur Macron ira faire la bise à Beyrouth au nouveau président, etc. Rien ne sera fait pour les sauver. Il n'y a d'avenir pour le Liban et aujourd'hui pour la Syrie qu'avec le soutien des Israéliens. Les Israéliens, demain matin, donnent à manger, à boire, des médicaments, de l'électricité, l'Internet, tout ce qu'il faut à ces pays-là et les aident à se relever en échange d'une seule chose, leur amitié et une normalisation. Si ils ne comptent pas sur les Israéliens, s'ils comptent sur la communauté nationale, ils se mettent de bonne oreille. Philippe a senti peut-être une réaction, notamment sur Donald Trump, la nouvelle politique de Donald Trump pour les États-Unis d'aujourd'hui, qui sont absolument pas les États-Unis d'hier. Et surtout, vous êtes persuadé que le plan Trump va marcher, que l'Égypte, que la Jordanie va accueillir ces Gazaouis, et que cette vidéo qu'on a vue de l'intelligence artificielle, finalement, elle peut demain être réalité. Alors d'abord, je voudrais remercier Fabienne Denayan et le CRIF et les institutions juives de m'accueillir ici à Marseille. C'est la première fois que je suis accueilli chez vous, je vous en remercie. En plus, je vous en remercie parce que vous m'avez rajeuni de 20 ans grâce à la photo que vous avez trouvée sur Internet, donc vraiment c'est formidable. Je voudrais prendre juste, avant de répondre à ça, le relais de ce qu'a dit Aurore Berger. Aurore Berger qui a un courage exceptionnel. J'ai assisté aux assises de la lutte contre l'antisémitisme et j'ai écrit, si ça vous intéresse, un article dans Causeur qui expliquait ce que j'en pensais. Ce qui m'a quand même étonné lors de ces assises, c'est que le mot islam n'a pas été prononcé une seule fois. Donc, ça me paraissait un peu étrange. Et là, elle nous expliquait qu'elle était à l'ONU, et là ça va nous conduire à Donald Trump, elle est à l'ONU à la commission du droit des femmes de l'ONU. Je vais juste vous indiquer quelques membres de la commission du droit des femmes de l'ONU. Il y a l'Iran, l'Égypte, la Mauritanie et le Pakistan qui font partie de cette commission. Tout ça pour vous dire quoi qu'aujourd'hui, l'administration américaine a compris que l'ONU est une gigantesque mascarade, que le roi est nu. On voit bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, on voit bien que rien ne fonctionne, l'UNRWA ne fonctionne pas, la CPI ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Et donc, lui, Donald Trump, il a décidé de reprendre les choses de reprendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que le monde, il y a une expression qu'on emploie beaucoup qui dit le monde marche sur la tête, et lui, son idée, c'est de faire en fait remarcher le monde droit. Alors, il a l'avantage d'avoir la puissance et d'avoir la capacité de dissuasion. Pour revenir sur ce que disait Dominique, Nick Fuentes, dont vous parliez, a appelé à voter pour Joe Biden, par exemple. Et les musulmans qu'il est allé voir dans le Michigan, il leur a dit clairement que sa politique resterait telle qu'elle est. Elle est ouvertement pro-occidentale, pro-israélienne. Et les musulmans, en tout cas certains d'entre eux, ont compris qu'il valait mieux avoir un président comme ça qui défendait son pays et qui mettait America First qu'un président mondialiste, je dirais, type Obama ou Biden. Enfin, pour revenir là-dessus, il n'y a aucun pacte entre la Russie et Poutine et entre la Russie et Trump. Il y a eu, ce que je rappelais tout à l'heure, l'invasion de la Crimée sous Obama, l'invasion de la partie est de l'Ukraine ou du Donbass sous Biden, et sous Trump, ça ne bouge pas. Contrairement aux analyses qui sont présentées, et j'insiste bien, dans 90% des médias français, Trump est en opposition par rapport à Vladimir Poutine. Il y a eu un documentaire complètement mythomane d'un monsieur qui s'appelle Antoine Vilkin, qui a raconté que Trump est une marionnette du KGB. Pour vous donner juste un ordre d'idée pour que, vraiment, parce qu'il faut faire un nettoyage du cerveau par rapport au lavage de cerveau qu'on a reçu, vous expliquer qu'en 1983, quand il a ouvert la Trump Tower, ce sont des oligarques russes qui ont sauvé Donald Trump pour acheter ses appartements à la Trump Tower. Sachant qu'en 1983, l'URSS existait encore, il n'y avait aucun oligarque russe. C'est pour vous dire un petit peu ce genre de fabrication mentale. Donc, la politique étrangère de Trump, elle est basée sur une chose, c'est la dissuasion. Il le fait en Israël. Moi, j'ai une grande confiance sur ce qu'il a fait. On a parlé de l'accord d'Abraham, on a parlé de Jérusalem, on a parlé du Golan.
son objectif est clair et ce qu'il propose sur Gaza a un sens. Alors maintenant, on voit que certains pays arabes s'animent et commencent à essayer de trouver une idée un peu créative. En fait, je vais aussi être un peu trumpien. Lui, il a dit le golfe du Mexique, ça va s'appeler le golfe d'Amérique. Il a calculé la longueur des côtes et il a dit en fait, il y a plus de côtes américaines. Il y a un État, aujourd'hui, dont parlait Bob Asbara ce matin, qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie. Il y a quelque chose qui est absurde, et encore une fois, il a montré sur la carte, on voit bien que 75% du territoire faisait partie de la Palestine historique. On sait très bien que c'est ça la Palestine. On sait que 70% de la population de ce pays est palestinienne. Et historiquement, si on regarde un petit peu dans le futur, le roi de Jordanie a épousé une Palestinienne, donc son fils est lui-même palestinien. Donc il a une légitimité sur ce territoire. Donc si on veut aller plus loin, il suffit que Trump appelle la Jordanie-Palestine, que le monde entier accepte la Jordanie-Palestine, comme ça s'est passé à l'inverse. N'oubliez pas une chose, dans la résolution 181 de l'ONU qui installe l'État d'Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie s'appelle la Samarie et la Judée. Et par une opération de passe-passe, on est arrivé à faire entrer dans la tête des gens que c'était la Cisjordanie par rapport à la Jordanie. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important. Il y a un vrai plan. Les Arabes qui vivent en Jordanie et à Gaza, en Samarie, en Judée et à Gaza, n'ont jamais demandé, quand ils étaient indépendants, à créer un État. Donc leur seul but est uniquement, je crois que vous le disiez, c'est véritablement uniquement de détruire l'État d'Israël. Il n'y a aucune, il n'y a aucun nationalisme palestinien, si ce n'est que dans la destruction de l'État d'Israël. L'État palestinien a déjà été tenté, il a été tenté en 2005 avec Gaza, ils avaient tout ce qu'il fallait, les infrastructures, ils avaient une côte magnifique, comme le fait remarquer Donald Trump, et ils avaient la possibilité de se développer. Ils avaient une frontière ouverte, il y avait des Palestiniens qui allaient travailler en Israël, tout allait bien, et il y avait même des gens des kibbutz à côté qui les faisaient venir et qui les soignaient et qui les traitaient. Donc on l'a vu, l'expérience de l'État palestinien ne fonctionne pas. La folie, comme le disait Einstein, c'est répéter en même temps la même expérience et espérer un résultat différent. On a essayé, on a tout essayé, Ehud Barak a essayé, Ehud Olmert a essayé, les accords d'Oslo ont été, tout a été tenté. Donc il faut arrêter avec cette fiction. C'est un État fictif, c'est un peuple fictif, et donc il y aura probablement un déplacement de population. Je vous rappelle, et pour beaucoup d'entre vous, moi mes parents ils sont nés, je vais parler de mes grands-parents, Tunis, Oran, Casablanca, ok. Ils ont fait 2 ou 3 000 km pour venir s'installer en France et on n'a jamais eu de subvention, quoi que ce soit, ou d'indemnisation. La seule chose, la seule chose qu'on demande aux gens qui habitent à Gaza et en Samarie et Judée, c'est éventuellement de faire 20 ou 30 km. Donc c'est 100 fois moins. Je pense que ce sera faisable. N'oublions pas non plus que ces gens-là sont venus, la majorité de ces gens-là sont venus en Samarie, en Judée et à Gaza, attirés justement par les Rothschild quand ils se sont mis à faire fleurir le désert. Donc il faut arrêter cette fiction. Israël ne peut, et c'est pas une question de grand Israël, mais ne peut que dans des frontières défendables. On a bien vu ce que c'était que le Gaza avec une baisse de la garde de l'armée. Enfin, c'est mieux le renseignement, mais il y a eu une faillite considérable du leadership israélien, en tout cas dans les échelons supérieurs, parce que je pense que les gens d'en bas comprenaient ce qui se passait. Donc il est clair qu'un État doit avoir des frontières, ne peut pas être menacé à chaque instant. Et en fait, si je peux faire un lien avec l'Ukraine, moi j'entends, et ça me rend dingue, il y a plein de choses qui me rendent dingue, et quand j'entends qu'on nous explique que Volodymyr Zelensky, c'est le rempart de l'Occident face à la Russie, sauf que la Russie, en 3 ans, ils n'ont pas bougé plus de... Si vous regardez le trait sur une carte de 2023, 2024, 2025, l'avancée des troupes russes, elle est totalement minime. Donc, avant qu'ils arrivent jusqu'à Kiev, il va se passer du temps. Et donc, on a demandé à Israël, 3 jours après le 7 octobre, de faire un cessez-le-feu, et là, on veut empêcher Zelensky de faire un cessez-le-feu avec les Russes. Il est temps d'arrêter. Volodymyr Zelensky n'est pas un rempart pour nous. Volodymyr Zelensky est un pays qui a été agressé par la Russie. Les images que l'on voit actuellement sont effroyables, épouvantables. Il faut que la tuerie s'arrête. Et d'un autre côté, le vrai rempart de l'Occident face à l'islam conquérant, et je pense que vous savez de quoi je parle quand on est à Marseille, eh bien c'est Israël, et c'est pour ça que je pense que Donald Trump a aussi compris l'intérêt de défendre Israël.
d'accord avec ce mot de rempart pour l'Occident de la part d'Israël? Est-ce que c'est le rôle que Israël peut jouer, surtout après le 7 octobre et après ce que traverse actuellement ce pays, donc cette guerre à Gaza et ces otages toujours dans les tunnels? Je voyais le dessin tout à l'heure de notre dessinateur qui disait Israël porte la charge de l'humanité, c'est lourd. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un point focal, c'est quelque chose de... C'est ce que je disais tout à l'heure, Israël c'est plus que les Israéliens, parce que c'est tellement chargé d'histoire, c'est tellement... Mais je pense que dans la stabilité du monde aujourd'hui, dans l'état de confusion et d'inquiétude, je pense qu'il faut faire l'effort immense, parce que c'est très très compliqué, il faut faire l'effort immense d'éviter la pensée binaire. On est sans arrêt envoyé dans des camps, dans des cases. Ça m'arrive, moi sur le plateau de télévision, à un moment je critique Trump et on me dit ah oui, mais enfin on me laisse entendre que je serais un woke et la demi-heure suivante ou sur un autre plateau je critique et je m'insurge contre la France insoumise et on me dit que je suis un trumpiste. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, parce que ça, c'est terrifiant. Cette tenaille qui nous écrase, si vous êtes là dans un camp, vous êtes obligé d'adhérer à toutes les opinions, et si vous êtes dans l'autre de la même manière, c'est absolument mortifère. C'est ce qui fait les guerres, c'est ce qui a fait la Seconde Guerre mondiale, les gens étaient renvoyés sans arrêt entre le communisme et le fascisme. Il faut arrêter ça, parce que ça va nous mener au pire. Donc je pense qu'on peut à la fois critiquer Donald Trump, s'inquiéter d'un certain nombre de ces mesures, tout en luttant de manière acharnée contre l'islamisme conquérant et l'antisémitisme. On peut à la fois se battre pour l'existence d'Israël et défendre la souveraineté de l'Ukraine. Au nom de quoi, mon chien, on serait du côté d'Israël? Ça voudrait dire qu'on soit contre l'Ukraine, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, moi ce qui m'inquiète plutôt, c'est de cette perte des valeurs. On a des socles fondamentaux, on a des valeurs, il faut partir de ces valeurs pour essayer de voir comment on se détermine. Et on peut à la fois défendre le courage de Volodymyr Zelensky, qui se bat pour la souveraineté d'un pays, et qui se bat aussi pour l'Europe, parce que Vladimir Poutine est un conquérant, et je suis désolé, Philippe, mais le documentaire d'Antoine Vitkin n'est pas du tout mythomane, et il y avait des oligarques au moment de l'Union soviétique. Et donc on peut à la fois se battre pour défendre en fait quoi, une idée, j'en parlais tout à l'heure, l'idée de la liberté et de la démocratie. Et moi je n'aime pas ce qui se passe actuellement, de voir que d'un seul coup il y a une espèce de glissement, d'abandon de ces valeurs, et je suis extrêmement triste de voir les États-Unis se diriger vers le camp de la Russie, parce que justement, ils quitteraient, si ça continue, parce qu'il faut voir aussi la manière dont la société américaine va réagir, mais elle quitterait le camp des démocrates pour aller vers quoi? Pour aller vers le camp de Poutine, de l'Iran, de tout le réseau qu'entretient la Russie, le camp des autocrates. Non, je veux dire, vraiment, évitons la pensée binaire, essayons de réfléchir à partir de nos valeurs, et ça ira bien mieux, et surtout pour Israël. Il ne faudrait pas non plus qu'Israël se retrouve encore plus isolé, parce qu'elle ferait des choix qui ne soient pas conformes avec ces valeurs fondatrices, qui sont aussi en fait les nôtres. Vous voulez réagir parce que vous êtes d'accord avec ce glissement des États-Unis? Appuyez sur le bouton rouge. Je ne suis pas d'accord, je reviens sur le discours de J.D. Vance. J.D. Vance nous a dit à Munich quelque chose d'important. D'abord, il n'a absolument pas appelé à soutenir les néo-nazis. Je regrette vraiment fermement que Elon Musk ait appelé à soutenir l'AfD. Je l'ai fait savoir à Washington, j'ai dit que j'étais totalement opposé. J'ai aussi tweeté quand Steve Bannon a fait un signe nazi, clairement.
C'était clairement un signe nazi. En revanche, le signe de Elon Musk n'était absolument pas. Il a fait vraiment un geste qui partait du cœur vers l'avant. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne le discours de J.D. Vance, il nous dit, mais vos démocraties sont très faibles. Si vous êtes capable d'annuler une élection... Excuse-moi, mais c'est pas du tout ce que les mouvements néo-nazis aux États-Unis ont compris. Ils ont tous compris que c'était la famille concernée. Parce qu'ils veulent Pourquoi nous, on ne verrait pas? Alors, ils veulent le récupérer, ça j'en doute pas. Mais en revanche, pour revenir sur les 150 000 $, Vance nous dit, avec 150 000 $, vous nous dites qu'on a pu pervertir des élections en Roumanie au point que vous soyez obligé de les annuler. Vous vous rendez compte de la faiblesse de vos démocraties? En France, on a quand même mis la fermeture d'une chaîne de télévision qui déplaisait clairement au pouvoir. Je connais personnellement Roch-Olivier Maistre, je sais exactement comment ça fonctionne, on se connaît depuis 20 ans. Donc je peux vous dire que oui, c'est une décision du président de la République et du gouvernement de faire fermer cette chaîne. C'est extrêmement grave. La liberté d'expression que cherche à défendre J.D. Vance, ce sont nos valeurs occidentales. Et lui nous dit, en fait, qu'est-ce que vous défendez? Et effectivement, Volodymyr Zelensky défend son pays courageusement, mais maintenant, c'est quoi l'autre solution? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quoi l'autre solution à Gaza? C'est refaire revenir les Arabes, les laisser faire venir avec des armes et attaquer Israël? C'est quoi la solution en Ukraine? C'est donc armer, surarmer, continuer à armer, éventuellement faire un dérapage et déclencher une troisième guerre mondiale. Il faut que ça s'arrête. Il y a un moment donné, quand il y a 1 million de victimes des deux côtés, ça doit s'arrêter. C'est très désagréable pour l'Ukraine d'avoir perdu ses territoires. Maintenant, si vous regardez dans l'histoire, la Crimée, il y a beaucoup de débats pour savoir si la Crimée a toujours été russe ou si elle a été donnée à l'Ukraine par un coup de crayon par Khrouchtchev. Donc il y a plein de questions. Mais aujourd'hui, lui, ce que veut Trump et ce que nous, on veut au sein, je dirais, des républicains et de l'administration américaine, c'est que le monde s'apaise, qu'on puisse avoir des relations commerciales qui sont teintées de droits de douane, c'est une réalité. Les États-Unis considèrent qu'ils sont spoliés et qu'ils sont pillés par leur raison parce qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Mais en ce qui concerne les conflits armés, il faut que ça s'arrête. Et je vais vous donner une chose importante. Si les conflits armés s'arrêtent, les deux grands perdants sont la Russie et le Qatar. Pourquoi? Parce que leur richesse vient des hydrocarbures. Et vous voyez déjà que depuis l'élection de Donald Trump, le pétrole a perdu quasiment 20%, parce qu'on a compris que ça allait s'arrêter. Pour moi, si on a un vrai danger, pour revenir sur ce que disait Florence tout à l'heure, qui fait un travail exceptionnel avec son Sérif, c'est vraiment le Qatar qui est donc le bras armé des frères musulmans. Vous savez, j'ai été élu pendant 2 mandats, et donc j'ai côtoyé tous ces milieux à Paris. Si vous saviez l'argent que déverse le Qatar, les lobbies du Qatar, aux journalistes, aux politiques, aux pseudo-intellectuels français, c'est phénoménal. Et donc cet argent, il est en train, c'est vraiment ça qui m'en donne. On est beaucoup plus en danger avec l'argent du Qatar et la perversion du Qatar. Et comme je sais qu'on est à Marseille, du PSG, je vous raconter une petite anecdote. Pendant 12 ans, j'étais entre guillemets le marieur de Neuilly. Quand j'étais maire et à Neuilly, donc vous savez, il y a beaucoup de juifs. Et donc, j'envoyais des questionnaires et un jeune juif sur 2 de Neuilly me mettait que sa passion, c'était le PSG. Et donc, je commençais mon discours, je dis, alors voilà, mon ami Jonathan, ça me fait plaisir de recevoir, car je sais que tu es un grand supporter du Hamas, enfin du Qatar, du Hamas du Qatar. Voilà. Et en fait, c'est ça. Donc, le PSG, il faut se rendre compte, je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande affiche qu'a eu le PSG avec la carte d'Israël totalement rayée pour faire apparaître la Palestine. Voilà, c'est ça le danger. Notre vrai danger, ce qui nous met en danger, c'est cette charia rampante. Ce sont ces filles que vous voyez partout qui sont voilées. Ce sont ces gens, vous avez vu maintenant dans le sport, c'est incroyable, même les garçons, vous savez maintenant, pour des raisons de pudeur, couvrent leur nombril et doivent couvrir leurs genoux, et on le voit de plus en plus dans le sport. Donc c'est incroyable, et c'est ça le vrai danger. Notre pays ne sera jamais submergé par les chars russes à Paris. En revanche, je dirais l'islamisation du pays, elle est rampante et elle avance très vite. Il y a beaucoup d'analyses très profondes et trop profondes. Soyons clairs. Nous avons Israël au milieu du Proche-Orient. On va être obligé de signer des paix et des normalisations avec des gens peu recommandables. On l'a fait avec les Égyptiens, on l'a fait avec les Jordaniens, et encore, c'est pas les pires. On va le faire avec les Émirats, les Saoudiens, ça c'est déjà
pas l'endroit où on ne choisit pas non plus ses amis. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, Israël n'a pas d'amis, à part les États-Unis. Mais vous allez, je vais revenir là-dessus, parce qu'il faut quand même pas non plus exagérer. Et peut-être d'autres amis, ou pas en tous les cas ennemis sur lesquels on est bien obligé de compter, et l'un d'eux c'est Poutine. Parce que malheureusement, dans le conflit russo-ukrainien, peu importe qui a raison, qui a tort, nous Israéliens, on a Poutine qui nous laisse opérer en Syrie, qui nous laisse développer une campagne assez agressive contre ses alliés, dont l'Iran nous a laissé faire. Et lorsque le régime d'Assad est tombé et que Tsahal est rentré dans le sud de la Syrie, l'armée russe nous a donné les clés des l'avant-poste russe. Il a donné les clés en main. Donc, on ne choisit pas ses amis. Malheureusement, nos amis, effectivement, les seuls qui nous restent, c'est Donald Trump et l'Amérique, ou Joe Biden, peu importe, c'est l'Amérique en tête. Et peut-être Poutine ou quelques dictateurs de seconde main qui peuvent nous être utiles. Par contre, ce que je vais vous dire tout de suite, l'Amérique, nos amis, rien du tout. C'est scandaleux parce que America First et le fait qu'on ne veut pas mettre des boots on the ground, c'est exactement la honte de la communauté internationale. Comment se fait-il que nous soyons tout seuls à traiter de tous les problèmes du Proche-Orient, de l'avancée de la vague islamique, et qui se protégera, c'est seulement nos garçons et nos filles qui tombent. Ils ne tombent pas, eux, ils ne font rien. Et Trump ne fera rien, il ne veut pas faire. Il a déclaré, no boots on the ground, l'armée américaine, elle va jouer au golf. Eh bien non. Il ne se passera rien et la Pax Americana n'aura pas lieu qu'avec des blabla et des influences financières. Il faudra une intervention militaire américaine pour faire respecter effectivement certaines choses. Oui, l'intervention américaine, c'est un peu contradictoire parce que Trump ne veut pas. C'est ce que je dis, de vrai, c'est la honte qu'il ne veut pas. Oui, mais donc l'allié américain, c'est limite. C'est bien le problème. Et juste un mot pour on parlait de guerre mondiale tout à l'heure. Quelquefois, on évite une guerre mondiale en étant ferme et en ne cédant pas. Je vais juste rappeler, parce qu'évidemment tout le monde va dire mais on ne compare pas ce qui est comparable et ce qui n'est pas comparable et l'histoire ne se répète pas, etc. Sauf que quand même en Munich en 1938, Daladier et Chamberlain sont allés accorder un bout de la Tchécoslovaquie des Sudètes à Hitler. Et ça donne quoi? 2 ans plus tard, on était en 1940. Et c'était pour avoir la paix pour éviter la Seconde Guerre mondiale. Et souvenez-vous de cette phrase de Churchill que tout le monde connaît. Vous avez voulu la paix et vous avez donné les honneurs et la guerre. Donc voilà, c'est quand même des leçons de l'histoire qui peuvent peut-être résonner encore dans nos têtes. Okay. Oui, c'est différent, c'est qu'on a oublié, justement, si on parle de la veille de la Seconde Guerre mondiale et du début surtout de la Seconde Guerre mondiale, les Américains n'ont pas bougé tant qu'il n'y a pas eu Pearl Harbor. Ils ont laissé tomber l'Europe et ils sont bombardés l'Allemagne, ils n'ont pas trouvé une seule bombe dans Auschwitz, alors que les déportés d'Auschwitz ont demandé que l'armée américaine, avec quelques bombes, détruise Auschwitz, mette fin à leur souffrance. Non, ils n'ont rien fait. Donc les Américains n'ont pas bougé parce qu'ils n'ont pas été attaqués. Donc, 100% d'accord, sauf que bon, si je voulais être un peu polémique, je dirais que c'était une administration démocrate. Juste une chose. Dernier mot, après je parlais. Non, juste une blague pour voir qu'il y a la Trump. La Troisième Guerre mondiale, c'est aussi l'article de ce matin que j'ai écrit. La Troisième Guerre mondiale, c'est une bonne chose pour les Juifs, ok? On le sache. Parce que j'ai écrit aussi comment on pouvait embraser, effectivement attiser certaines inimitiés, tous ces mécanismes qui marchent. Et à ce moment-là, on peut créer des conflits, inclus au Proche-Orient où les Arabes se mettront les uns sur les autres, sans qu'Israël soit mêlé. Et en plus, ça nous rapportera beaucoup d'argent, puisqu'aujourd'hui, il y a un prix militaire israélien. Donc on a ok, alors je vais répondre sur le... avec ces Israéliens. Et je dis une chose importante, vous savez, on nous présente, encore une fois, je dis que l'armée ukrainienne se bat avec courage et force face à l'armée russe. Vous n'oubliez quand même pas une chose,
que pendant toutes les années où Zelensky était président, il a toujours voté à l'ONU contre Israël, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec la Russie, pour condamner Israël. Donc, Il n'y a jamais eu de vote Pardon ? Il n'y a jamais eu de vote avec la Corée du Nord. Jamais. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la réalité. Non, chaque fois qu'il y a des votes pour condamner Israël, la Corée du Nord votait de la même façon avec l'Ukraine, avec la Chine. Ça, c'est une certitude. Et vous pouvez le regarder, chaque fois l'Ukraine a toujours voté contre Israël. Même au début de la guerre, alors qu'Israël aidait en sous-main l'Ukraine, l'Ukraine continue à voter contre. Maintenant, pour ce qui concerne la notion d'America First. L'America First, contrairement, vous savez, on vous explique que ce sont des évangélistes qui sont complètement tarés et qui veulent que les Juifs aillent tous en Israël et ensuite qu'ils les convertiront. Ça n'a strictement rien à voir. Quand ils passent beaucoup de temps aux États-Unis, qui passent beaucoup de temps dans ces églises chrétiennes, je peux vous dire que très clairement, il y a un amour d'Israël. Et si on devait expliquer cet amour d'Israël, on vous dit bénissez Israël et vous serez bénis vous-même. Donc c'est véritablement un amour, je dirais, théologique, mais qui est absolument pas basé sur la conversion des Juifs. Et enfin, pour ce qui concerne les Sudètes, Dominique, j'ai une question à te poser, parce que vraiment c'est important. Je conçois que c'est une perte de territoire et que ça correspond à une perte de territoire à l'époque. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire avec un pays qui est nucléaire, comme l'ancienne URSS, la Russie, mais qui a aussi des missiles qui sont capables de venir frapper l'Europe avec des missiles supersoniques, quelle est l'alternative? Et c'est vraiment ça que je pose, non seulement pour les Ukrainiens qui risquent de pas y avoir encore 500 000 blessés et morts, mais quelle est l'alternative aussi pour l'Europe? Est-ce que si c'est engager des forces et montrer à Poutine qu'on est vraiment actif sur le terrain, est-ce qu'on ne risque pas, nous, de se faire aussi détruire? Je pose la question, quelle est l'alternative? Comme à Gaza, quelle est l'alternative? L'arme nucléaire, c'est une protection qui en fait, permet aux pays qui la détiennent de ne pas se faire la guerre entre eux, mais qui leur permet de faire la guerre à ceux qui ne l'ont pas. C'est ça, en fait, l'arme nucléaire aujourd'hui. Donc, l'arme nucléaire, elle est là pour ne pas être utilisée, parce que si elle est utilisée, là, on parle de la dissuasion. On ne parle pas d'éventuelles bombes nucléaires tactiques sur un front limité, mais elle est là pour ne pas être utilisée. Donc, de toute façon, c'est la fin de la planète. Quelle est l'alternative que je te donne? Mais simplement, c'est juste une question d'évaluation de la menace. Est-ce qu'on pense que Poutine est un dictateur conquérant et qu'il va s'arrêter au Donbass et à la Crimée, si on lui donne le Donbass et la Crimée comme Donald Trump veut le faire? Est-ce qu'on pense ça? Si on pense ça, on dit bah, ok, on va le faire, on arrête, et puis on verra bien, et on va exploiter les minerais de l'Ukraine en espérant que les quelques ingénieurs sur place pourront servir de garantie de sécurité à l'Ukraine. On peut aussi penser autre chose, on peut aussi penser que Poutine, tel qu'il a toujours fait, tel qu'il a toujours montré, et tel qu'il a toujours dit d'ailleurs, a une autre vision de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il veut vassaliser l'Ukraine, il veut dégager Zelensky, il veut mettre un pouvoir qui lui soit asservi. Et l'autre question après, c'est est-ce qu'il va s'arrêter là? Vous demandez aux Pays-Bas. Ça fait 3 ans qu'il a rentré de 100 mètres. Demandez aux Pays-Bas, demandez à la Pologne, demandez à la Finlande. Les Pays-Bas creusent des tranchées. La Lituanie a doublé son budget militaire. La Pologne fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir une défense européenne coordonnée. Demandez à tous ces pays, eux, s'ils pensent qu'il n'y a pas de menace. Parce qu'ils ont vécu, moi je le pense vraiment, eux ils ont vécu dans leur chair le danger de l'URSS et de l'URSS concurrente avec le pacte de Varsovie qui les a mis sous une chape de plomb. Maintenant, admettons que, le pari de l'administration américaine aujourd'hui, c'est qu'ils auront les moyens de dissuader Poutine d'aller plus loin, mais admettons qu'ils se trompent, l'administration Trump se trompe. Si ça tape aux Pays-Bas, ce sont déjà des pays membres de l'OTAN, donc là, il y a l'article 5 qui fait qu'on est en mesure de riposter, en mesure de défendre. Il y a déjà des troupes françaises, une troupe américaine dans les Pays-Bas. Donc la question qu'on doit se poser, c'est si on veut continuer la guerre, on a une boucherie en Ukraine et avec des dévastations. Hier, j'étais sur BFM, les dévastations, quand on voyait les images des immeubles éventrés, c'est insupportable, c'est insoutenable. On voit ces gens qui sont vraiment... c'est du terrorisme d'État. Franchement, j'insiste. Pour moi, ils sont en train de faire du terrorisme d'État. Et donc maintenant, il est temps d'arrêter, de faire une sorte de cessez-le-feu et ensuite
un traité de paix avec des garanties de sécurité pour qu'on avance et qu'on passe à autre chose. Je suis d'accord là-dessus, mais on n'a pas de leçon à donner aux Ukrainiens. Qui veut arrêter la guerre les premiers? C'est bien ceux qui en souffrent. Il faut arrêter d'être là dans le fauteuil et de donner des leçons aux Ukrainiens, d'ailleurs comme certains en donnent aux Israéliens. Je veux dire, les Ukrainiens souffrent énormément, ils veulent que ça s'arrête, ils n'en peuvent plus, évidemment. Mais simplement, ils ne veulent pas non plus vivre sous le régime de l'occupation russe. Ça, ils ne veulent pas. Mais c'est Donc il faut effectivement, on voit bien que s'il y a une défection des États-Unis, on voit d'ailleurs que maintenant la prise de conscience a eu lieu depuis quelques jours, d'ailleurs quelques semaines, mais quelques jours surtout, chez les pays européens, c'est qu'il faut se substituer aux États-Unis, en tout cas, à trouver un agencement pour garantir la protection de l'Ukraine, en arrêtant avec un cessez-le-feu, évidemment, avec un cessez-le-feu. Et ça veut dire que l'Europe se mobilise. On a entendu le président Macron avancer un peu dans ce sens. Ça veut dire que, il y a une prise de conscience de la menace, que deux, on essaye de trouver un cessez-le-feu avec l'Europe agencée dans l'OTAN, mais l'Europe joue un rôle beaucoup plus important, de manière à garantir la souveraineté de l'Ukraine. Et si on ne veut pas garantir la souveraineté de l'Ukraine, si on cède devant Poutine, on risque d'avoir des sacrées désillusions dans les années qui viennent. 100% d'accord avec un désaccord simple. Il ne pourra pas y avoir de troupes françaises, de troupes anglaises, de troupes européennes en Ukraine pour une simple et bonne raison, que ce seraient des troupes de pays de l'OTAN. Et dans ces cas-là, si des troupes de pays de l'OTAN sont attaquées par la Russie, alors à ce moment-là, ça oblige les pays de l'OTAN à entrer. Donc il faudra trouver une autre solution. Et les historiens, je ne vais pas parler des troupes de la FNUL qui sont ridiculisées au Liban. On sait très bien que ça non plus, ça ne fonctionne pas. Donc il faudra trouver un autre moyen. Peut-être que ce sont par des garanties économiques, par l'investissement d'entreprise sur le terrain. Mais encore une fois, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à ce que ça s'arrête pour le bien du monde et pour le bien des Ukrainiens. Le pays est en train de se faire exemple. Il y a quand même une alternative, semblant, mais pas tout à fait. Vous avez entendu parler du nombre de fois où les services de sécurité ukrainiens ont demandé la permission d'éliminer de façon ciblée certains personnages. Alors, avec tout respect pour toutes ces mesures extraordinaires qui demandent des millions de dollars, etc., une chose est claire, si on élimine Poutine, la guerre s'arrête. Et si on élimine Zelensky, la guerre ne s'arrête pas, parce que les Ukrainiens continueront. Mais c'est un seul homme. C'est donc ridicule. Moi, ça me fait rigoler. Il suffit d'éliminer Poutine pour que la guerre s'arrête. En plus, un service. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense pas du tout. Parce que les nationalistes russes sont bien pires que Poutine. Non, pire, c'est dur à dire. Moi, je pense, de toute façon, quand on élimine un, on peut éliminer encore un autre. C'est pas un problème. On a vu avec le Hamas et le Hezbollah, les remplaçants, on l'a éliminé. Justement, le Hamas, après le 7 octobre, a fait Jérusalem particulièrement affaibli, c'est le proxy de l'Iran. Peut-être la dernière question de cette table ronde, avant de vous donner la parole ici à l'audience. Quelle est la plus grande menace aujourd'hui, vraiment précisément pour Israël? Est-ce qu'elle est externe ou est-ce qu'elle est interne? Oui, j'allais dire, c'est des Israéliens. Parce que vous les connaissez, ils sont champions pour faire le chaos et se disputer entre eux. Les tons de voix qui se sont élevés aujourd'hui dans certains débats de crise étaient autrement civilisés par rapport aux Israéliens. Donc, oui, nous sommes nos premiers ennemis. Aujourd'hui, la menace est difficile à préciser parce qu'il y a trop d'inconnus. Une menace qui pourrait être extrêmement dangereuse pour Israël, c'est si la Syrie tombe aux mains des djihadistes et d'Erdogan. Là, on est parti dans un scénario un peu catastrophe. Ça veut dire qu'on aurait la même menace que les Iraniens, mais à notre porte, et pas à 1200 km. Donc ça, c'est le premier inconnu, et c'est très inquiétant. Le Liban n'est pas une menace, mais une déstabilisation trop grande du Liban, et si ce pays sombre dans le chaos, ça ne profitera jamais qu'aux forces du mal. Quand c'est le chaos, quand il y a un vide, c'est les forces du mal qui rentrent les premières, pas les forces du bien. Ça ne deviendra pas une démocratie. Et donc, encore une inconnue. L'Iran, bien sûr, et donc, en fin de compte, je pense que la plus grande menace
qui pèse aujourd'hui sur Israël, c'est si Israël ne tire pas rapidement les leçons du 7 octobre, s'il n'y a pas un changement, moi je dirais un virage d'Israël, d'abord sur le plan militaire, on le voit. Alors, comme je l'ai dit, le général Lévy a fait un excellent travail au moment où il a fait ce travail. Maintenant, il y a une équation stratégique différente et on a un excellent successeur avec Yair Zamir qui aura une stratégie adaptée à la situation actuelle et à ses menaces. Mais ça ne suffit pas, puisque nous sommes une démocratie et que le militaire obéit aux politiques. Or, là aussi, il faut un changement. Il y a des trucs qui ont marché et il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas marché. Le 7 octobre n'est pas arrivé comme ça. Je vais citer notre plus grand ami, le secrétaire général des Nations Unies, celui qui avait dit au début le 7 octobre n'est pas arrivé dans le vide. Et maintenant, il n'est pas arrivé dans le vide, effectivement. Et si quelqu'un a des doutes après les résultats des enquêtes préliminaires de Tzahal et du Shin Bet, mais si vous demandez à n'importe quel habitant du sud d'Israël, ça faisait 20 ans que le gouvernement israélien laissait faire et empêchait le Shin Bet d'avoir des éliminations ciblées qu'il a demandé, Tzahal d'opérer et laissait pendant 20 ans les Israéliens du Sud, en tous les cas, recevoir des missiles sur la tête. Ce qui n'a pas empêché les gens de Sderot de voter toujours Likoud, même si c'était le même Likoud qui laissait les missiles lui tomber sur la tête. Donc le problème, c'est qu'il y a ici un changement de mentalité évident. On est loin d'y être. On vient de parler des Israéliens et de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, les divisions qu'il y a. Mais là aussi, il faut changer. Parce que l'armée c'est bien, le Shin Bet c'est bien, c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on est encore là. C'est certainement pas grâce ni à Bennett, ni à Lapid, ni à Bibi. C'est grâce à Tzahal. Et c'est donc maintenant donner beaucoup plus de lest aux forces de sécurité à Tzahal et les écouter. Tant qu'on n'aura pas fait ce virement, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui il y a une seule chose sur laquelle les Israéliens sont d'accord, c'est que Tzahal a regagné la confiance du peuple israélien. Les soldats qui sont tombés, ça a ravivé l'amour qu'a Israël pour ses soldats, puisque c'est dans toutes les familles, de toute façon, il y en a au moins un ou une. Mais c'est surtout qu'il y a aujourd'hui, sur c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les pronostics, les sondages, il y a une perte totale de confiance dans la politique israélienne, dans les politiciens, et il y a un regain énorme de la confiance en Tzahal et dans le Shin Bet des Israéliens. Ça c'est clair et net, et ça veut dire une chose, Tzahal doit continuer de s'améliorer, tirer les leçons, et en politique en Israël, on doit se réveiller et avoir une vision claire, différente, parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, on n'a aucune stratégie, aucun objectif. Le gouvernement actuel israélien ne nous dit pas dans quelle direction nous allons. On avance chaque jour à l'improvisation. Et ça, dans un pays, dans une région comme le Proche-Orient, c'est pas acceptable. Donc voilà, le vrai danger, donc, c'est effectivement Israël.